Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN Podcast, édition du 8 mai 2020. C'est rare en tabarouette qu'on se donne un rendez-vous comme ça le vendredi soir, mais j'avais pas le choix, donc on va le prendre comme ça. Mais normalement, on le sait que notre rendez-vous à nous, c'est le jeudi. Alors, on va partir ça sans plus tarder parce que je veux pas retenir plus longtemps qu'il le faut mon premier invité pour ouvrir l'édition de ce 8 mai 2020. Je suis très heureux de recevoir Arnaud Salas avec nous. Donc, lui qui vient de nous présenter, nous soumettre, vous l'avez très certainement vu si vous suivez de près la communauté IMFC, le magazine League Soccer, donc un très beau numéro de 82 pages réalisé directement sur la MLS. Alors, sans plus tarder, je m'en vais le rejoindre à l'instant. Bonsoir Arnaud, ou bonne nuit Arnaud. Bonsoir. Ça va bien? Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Il est 2h du matin ici en France, donc voilà, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est pas la même. Non, c'est ça, exactement. Puis là, j'avais comme mal planifié mon affaire. Fait que, mais je suis vraiment content que tu sois là avec nous. C'est un plaisir. Donc, si je veux bien te présenter, Arnaud, tu viens exactement de quel endroit? Moi, je suis du sud de la France. Voilà, j'habite à côté de Toulon, en fait, tout simplement. OK. Et d'où donc t'es venu l'idée de produire un magazine sur la MLS? Tout simplement, comme ça fait quelques années maintenant que je gère donc la MLS en France et sur Twitter, et quelques temps maintenant aussi que j'écrivais des articles donc sur la MLS en général de foot, mais aussi principalement sur la MLS, sur le site de WePlay, et j'avais aussi créé mon blog avant d'intégrer WePlay. Et je me suis dit, pourquoi pas changer un peu et faire quelque chose un peu d'inédit, quelque chose que personne n'a jamais fait. Et l'idée, j'ai germé comme ça, tout bêtement. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'un magazine, ça peut être sympa, ça peut aussi être papier, ça peut être numérique, tout le monde peut y accéder. Donc je trouvais l'idée assez sympa et c'est comme ça qu'elle est venue. La MLS, c'est une passion depuis combien de temps pour toi, Arnaud? Tout simplement, comme c'est un secret pour personne maintenant à peu près, David Beckham, c'est une grande idole pour moi dans le monde du foot, et j'ai suivi déjà la MLS avant qu'il arrive, mais le fait qu'il arrive à Los Angeles, c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de la suivre encore plus de façon pointilleuse, on va dire, qu'à l'accoutumée. Donc de là m'est venu de suivre un peu plus les matchs. Déjà malheureusement suivre les matchs de foot en streaming, c'était assez compliqué, donc je me débrouillais un peu comme je pouvais, en me renseignant, etc. Et ça m'est vraiment venu de là, quoi. Et depuis combien de temps germait cette idée-là de produire un magazine axé sur la MLS? Elle m'est arrivée vers fin 2018 environ, ou fin de la saison 2018 de MLS, en fait, tout simplement, où j'ai voulu un peu changer de format avec cette idée du magazine. Et je me suis dit, pour être cohérent un petit peu et pour un peu surfer aussi sur l'engouement que va procurer l'Inter Miami de Beckham, je me suis dit, pourquoi pas le sortir, attendre 2020 et le sortir en début 2020 notamment surtout pour initier et pour intéresser le plus grand monde qui voudrait suivre la MLS par le biais de l'Inter Miami de Beckham, ou même pour s'y intéresser dans la globalité. Je trouvais que c'était un bon support de base pour les encourager à la suivre, quoi. Et la MLS en Europe, comment est-ce qu'on la perçoit? Est-ce que c'est une ligue qui commence à prendre l'ampleur et à être respectée en Europe, ou c'est encore un circuit secondaire?
Bon, on va pas se mentir quand même, c'est vrai que c'est assez compliqué pour la MLS de se faire un current place dans le monde du foot, bien que on le voit à travers l'arrivée de certains joueurs comme récemment Alphonso Davies au Bayern, qui donnent des coups de projecteur comme ça à la MLS. On le considère encore un peu comme un championnat de seconde zone, mais il intéresse quand même il intéresse de plus en plus. Dans le sens où je discute régulièrement avec des journalistes, même en France, qui me disent que, ou même qui suivent de plus en plus la page, et qui me disent que effectivement le championnat les intéresse de plus en plus. On l'a vu aussi à travers beIN Sport qui a récupéré les droits, malheureusement que en 2019, mais bon, c'est déjà un premier pas. Ils ont récupéré les droits pour la diffuser en France. La réputation augmente, enfin, elle s'améliore petit à petit. Elle a plus trop maintenant comment dire, on la voit plus trop comme un championnat de pré-retraite, mais ça reste un petit peu encore difficile à enlever, quoi. Mais ça progresse, ça progresse. Tant mieux. Si je veux revenir directement donc au magazine, le nombre de collaborateurs pour réussir un tel projet, on sait que c'est super bien fait. C'est 82 pages qui décrivent très bien toutes les équipes de la MLS. Ça prend une équipe de combien pour réaliser un projet comme ça? Alors, dans la finalité, avec moi, j'ai eu 3 rédacteurs. Donc, j'ai eu quelques imprévus au niveau des rédacteurs. Malheureusement, il y en a qui m'ont un petit peu quitté en cours de route ou aidé un tout petit peu parce que ils ont eu des imprévus, on va dire. Donc, au final, j'ai eu 3 rédacteurs qui ont écrit entièrement un article sur le magazine. Donc, il y avait Antoine pour l'article sur Seattle, Michael pour les pépites sud-américaines et Jérémy pour le gros dossier sur l'Inter Miami. Donc 3 rédacteurs, et j'ai eu avec moi aussi Navid qui s'est occupé de tout ce qui est montage du magazine. Il a fait un travail fabuleux, vraiment au-delà de mes espérances. Il est vraiment avec beau. Photoshop. Ah ouais, il m'a vraiment bluffé grâce à Photoshop et à toutes ses connaissances. Et même lui, il me disait qu'il était ravi parce qu'il a appris plein de nouvelles fonctionnalités aussi avec ça. Et c'est vrai que le rendu, c'est vraiment le type de magazine que je voulais, parce que j'ai toute une feuille de route sur ce que je voulais dans le magazine et comment je voulais qu'il soit. Et le rendu est encore plus beau, c'est mon ressenti personnel. Le rendu est vraiment encore plus beau vraiment que ce que j'aurais pu imaginer, quoi. Ça prend combien de temps, le temps investi dans le fond pour mener à bien ce projet-là? On parle d'une implication de combien de temps? Alors, ce numéro 1, il a été un peu spécial parce que du coup, j'ai lancé l'équipe fin 2018, début 2019, mais on ne pouvait pas se lancer trop tôt dans l'écriture du magazine parce que on savait que la saison 2019 allait se dérouler et on voulait le sortir pour début 2020. Donc forcément, il y a des choses qui allaient changer dans le contenu de l'entre-saison. certains articles. Voilà. Et donc du coup, on a pris le temps de les écrire et c'est pour ça aussi que j'ai pu me retourner à temps aussi pour certains articles que j'ai rédigés moi-même et que je n'avais pas de base c'était pas à moi de le faire normalement. Mais c'est vrai que après, je pense que pour le temps investi vraiment en termes de mois ou d'heures, on pourra surtout le quantifier pour le numéro 2. Mais c'est vrai que en plus ça a été très long par rapport à la mise en page parce on est parti de rien, on n'a aucune connaissance par rapport à la mise en page, par rapport à la création de magazine avec Navid. Euh, on, j'ai- Quand j'ai récupéré tous les articles, je les ai mis sous Word, j'ai fait les modifications nécessaires, j'ai modifié la mise en page, etc. Sauf que derrière Navid, il avait pas besoin de ça, donc du coup il a tout remis en page lui-même pour Photoshop. Donc même lui, il a tâté beaucoup le terrain par rapport à l'application, etc. Donc ça a mis beaucoup de temps et on y a passé beaucoup d'heures. Mais maintenant que on sait le faire et on sait comment ça se passe, que ce soit le contenu ou même la mise en page sera beaucoup plus rapide à partir du numéro 2, quoi. Est-ce que la réponse du public à venir jusqu'à maintenant, je sais que ça fait pas très longtemps que ça a été lancé, est-ce que la réponse du public présentement te satisfait?
Oui, après, moi, c'est vrai que c'était un gros challenge et un gros pari pour moi. Je ne savais absolument pas si ça allait intéresser, si les gens allaient le lire. Donc, ça a été vraiment les gros points d'interrogation. Après, j'ai la chance aussi d'avoir une belle petite communauté sur la MLS, un peu plus de 9000 abonnés. Mais bon, on sait que les abonnés, ça fait pas forcément tout, hein. Ça suit la MLS, mais ça lit pas forcément ce qu'on écrit. Ça a été beaucoup repris par de nombreuses personnes et ça, c'est très plaisant. Mais les chiffres, franchement, ont été très encourageants. La dernière fois que je les ai vus, il y avait environ 1400 lecteurs je crois, si je dis pas de bêtises, en 48 ou 72 heures. Ce qui est Donc excellent. après, on ne le fait pas pour les statistiques. C'est vrai qu'on les fait pas pour les statistiques, mais c'est vrai que c'est le fait que ça plaise et qu'on ait des bons retours, c'est ce qui est le plus motivant pour continuer. Et en parlant de continuer, c'est quoi les prochaines étapes pour le magazine ou le prochain numéro? Je sais pas où. Avez-vous commencé à plancher là-dessus? Alors, moi, pour être honnête, j'ai commencé à plancher dessus avant même la sortie du premier numéro. À la base, je m'étais interdit de le faire. Je me suis dit, j'attends de voir les répercussions du premier numéro. Si ça marche pas, ben, ça peut ne pas marcher et tant pis, c'est pas grave, au moins j'aurais tenté l'expérience. Mais en fait, j'ai pris tellement de plaisir à le faire que ça marche ou pas. Je sais qu'il y a quand même des lecteurs qui seront intéressés, et même si c'est une minorité, c'est un gros kiff et c'est un vrai plaisir de le faire. Donc je le fais aussi pour moi. C'est vrai que ça me remplit aussi une belle ligne dans mon CV. Donc me suis déjà planché sur le numéro 2. J'ai déjà environ 70% du contenu qui est déjà prêt, plus ou moins fixé. Et après, la prochaine étape, ça serait peut-être éventuellement de le mettre sous format papier, éventuellement, comme j'ai commencé un peu à tâter le terrain hier d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai vu, puis ça m'amenait à ma prochaine question. Est-ce qu'on peut s'attendre à une version papier? À date, la réaction à ton questionnement, ça va-tu dans ce sens-là? Alors voilà, oui, effectivement, là, je me pose la question depuis plusieurs jours, en fait, parce que moi, honnêtement, dans tous les cas, j'y songeais déjà, parce que le numéro 1, par exemple, je le voulais pour moi en papier. Voilà, c'est un petit trophée, c'est pour moi, c'est mon C'est une numéro. fierté. Exactement, et c'est vrai que certains de mon équipe m'ont dit, eh ben moi j'aimerais bien, franchement, quitte à payer le prix, moi je veux bien l'avoir en papier. Et ça a aussi été la réaction de certains lecteurs. Donc pour le premier numéro, il n'est pas forcément prévu que j'en mette parce que évidemment ça a un certain coût. Donc du coup c'est un coût d'impression, donc il serait éventuellement mis à la vente. Donc c'est à calculer, je suis en plein dans les calculs en ce moment pour éventuellement le numéro 2. On n'y est pas encore, on a encore largement le temps d'anticiper ça. Mais déjà, je vais essayer de faire les calculs pour imprimer la première version et pourquoi pas en faire gagner un en concours, même d'ailleurs, pourquoi pas à un abonné. Et après, voir si je peux rentrer dans mes frais et surtout si. Parce que le but, c'est pas pour l'instant, c'est pas vraiment de faire du bénéfice dessus, c'est vraiment de l'imprimer, quitte à rentrer dans mes frais et après que ça soit. Que ça soit suivi, on va dire, pour l'instant, ça me suffit. Donc, éventuellement, oui, la version papier pour le deuxième numéro est fortement envisagée pour la suite. Oui. Est-ce que, en terminant, Arnaud, parce que je ne veux pas te retenir trop longtemps, je sais qu'il est tard par chez vous. En terminant, donc, je voulais te demander, on parlait de statistiques, là, à peu près 1400 lecteurs en 48 heures. Est-ce que tu es en mesure de savoir si ils trouvent écho beaucoup plus en Europe ou au Canada? Je crois que Navid m'avait envoyé les statistiques par pays. Il y a beaucoup de Français. Après, je pourrais pas dire là avec certitude. Il faudrait peut-être que je recherche si éventuellement il y a beaucoup de lecteurs au Canada, ce qui ne m'étonnerait pas en soi, parce que c'est vrai qu'il y a une bonne communauté québécoise MLS, qui ouais. suit la page. Et c'est aussi voilà la page, la MLS. Et c'est vrai que c'est aussi pour eux que je le fais parce que c'est intéressant pour les Québécois et les francophones.
Parce que malheureusement pour vous, bon, heureusement, vous avez beaucoup de médias qui en parlent beaucoup mieux qu'en France d'ailleurs ou en Europe en français. Mais ça reste minoritaire par rapport à la MLS, quoi. Donc c'est vrai que ça fait une plateforme en plus et je trouve ça sympa pour tous les francophones. Ben moi, en terminant, Arnaud, je veux te remercier parce que je pense que ça va nous donner, ça va donner à la MLS une belle visibilité qu'elle n'aurait pas eue sans ta contribution du côté européen. Alors, je te lève mon chapeau et à quand on peut s'attendre à voir un numéro 2 apparaître? Bah déjà merci pour ces mots doux, pour ces mots gentils. Ça me fait toujours plaisir. Pour le numéro 2, je peux absolument pas donner de date, mais bon moi je me suis fixé, on va dire maximum décembre 2020, fin d'année. Voilà, comme ça nous laisse de la marge pour le travailler tranquille. On voit un peu avec les problèmes sanitaires qu'il y a en ce moment comment se passe la saison 2020 et auquel cas on peut ajuster éventuellement d'ici la fin de saison pour voir ce qu'on peut y ajouter comme contenu, quoi. Excellent. Si les gens veulent le découvrir, si jamais c'est pas fait dans notre auditoire, pour avoir accès au magazine, c'est sur quelle plateforme, donc? Alors, c'est sur la plateforme Issue, qui s'écrit I2S2U. Et donc, il y a le lien sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter principalement. Ou alors, ils peuvent aussi la trouver tout simplement sur l'application. Donc, c'est à la télécharger, elle est gratuite. Ils téléchargent Issue. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette plateforme-là. Parce ils téléchargent l'application Issue et ils tapent dans la barre de recherche le nom du magazine, tout bêtement, Magazine League Soccer. Et de là, ils peuvent tomber sur le premier numéro du magazine. Excellent. Je te remercie, Arnaud, puis je te retiens pas plus longtemps. Ben, merci à toi, c'est très gentil de l'invitation. Merci. Fait qu'on se reparle au numéro 2. Avec grand plaisir. Excellent, merci, au revoir. Au revoir, merci. C'était donc Arnaud Salas qui était là avec nous. Donc, tout un projet très bien monté, très bien ficelé. Je vais partager avec vous dans les prochaines minutes via Twitter le lien pour découvrir ou redécouvrir si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas pris le temps de vérifier l'ampleur du travail qu'il y a derrière ce projet-là, mais c'est vraiment quelque chose de très, très bien, de bien produit, de bien pensé et de bien livré. Donc, moi, je félicite Arnaud et l'ensemble de son équipe parce que c'est tout un travail. Le rendu est, du moins, en tout cas, moi, je trouve super plaisant. Donc, allez découvrir ça. Je vais repartager plutôt le lien parce que je l'avais fait un petit peu plus tôt cette semaine. Donc, on va trouver ça. Vous allez retrouver ça sur le podcast BBN. Donc, restez là. Le podcast poursuit dans une minute. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey Jeff, de retour avec vous dans cette édition du 8 mai 2020. J'espère que vous allez toujours bien. J'espère que vous êtes toujours en feu. Donc, j'en reviens sur Arnaud. Quel travail. C'était de toute beauté et moi, je suis vraiment content
d'avoir partagé cet entretien-là avec Arnaud et je le remercie. On sait que là-bas, il est à peu près 2 heures du matin au moment où on enregistre. Donc, c'est vraiment plaisant qu'il ait accepté donc de partager le micro avec moi aujourd'hui et j'en suis très reconnaissant. Pour le reste du podcast, maintenant, je veux qu'on revienne sur le déconfinement dans le monde de la MLS. Et si vous suivez les nouvelles en 3 minutes, les nouvelles soccer, je devrais plutôt dire en 3 minutes sur BBN Media, vous avez vu que Montréal a décidé de ne pas donner l'accès, de ne pas autoriser, je devrais plutôt dire, la demande de l'Impact de Montréal de regagner son centre Nutrilait, malgré à peu près toutes les mesures d'atténuation et de restrictions qui ont été mis de l'avant par la MLS pour essayer de réduire au maximum le risque, les dangers liés à la pandémie de COVID qui sévit présentement partout à travers le globe. Donc, globalement, à travers la MLS, ce qu'on affirmait et ce qu'on a mis de l'avant, c'est des entraînements sur le terrain. 4 joueurs seulement, pas d'échange de ballon. Il y avait port de masque à l'entrée, il y avait le port des gants. Bref, tout était, selon moi, mis de l'avant pour qu'on puisse facilement gagner l'aval, si je peux le dire comme ça, des instances sanitaires et publiques à travers tout le circuit de la MLS. Ça commence lentement à faire son chemin. Il y a plusieurs équipes qui ont commencé à reprendre les activités. On sait que concurrent direct de l'Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver ont eu de leur côté le feu vert. Est-ce qu'il faut paniquer avec cette décision-là? Est-ce que l'Impact va prendre un retard considérable sur le développement de ses joueurs et de la saison? Je suis obligé de vous dire que non, parce que il se passe rien, là. C'est une remise en forme, en fait, parce que les joueurs, on s'entend, il n'y a pas de passe, donc il n'y a pas de stratégie de jeu, je vais le dire comme il faut, de mis de l'avant lors de ces séances d'entraînement-là. On verra pas de schéma tactique, on verra pas de plan de jeu en équipe. Donc, globalement, c'est vraiment une remise en forme en vue d'une éventuelle reprise des activités dans le circuit MLS. Ça se passe sur une base individuelle et volontaire pour l'instant. Donc, je suis pas en mesure, au moment où on se parle, de vous dire c'est une décision qui va créer un précédent et un tort à l'Impact de Montréal. D'un autre côté, je vois pas pourquoi l'administration publique ne laisse pas l'Impact aller de l'avant avec toutes les mesures qui ont été mises en place par la MLS. Je pense qu'ils ont fait leur part. Je pense qu'ils ont fait leur bout du chemin. Et quand tu as 4 personnes sur un terrain de soccer qui n'ont pas de contact entre eux, que les joueurs arrivent avec un masque, avec des gants, qui sont vérifiés s'ils font de la température ou pas, je suis obligé de vous dire que, d'après moi, tout a été mis en place là, pour s'assurer que tout ça se fasse dans des conditions optimales et qu'on réussisse finalement à aller de l'avant avec un plan qui fait du sens. Je comprends également, d'un autre côté, je suis capable de faire la part des choses. Je peux comprendre que présentement, la santé publique doit recevoir énormément de demandes, que ce soit du monde sportif, culturel, du divertissement, des arts de la scène, des restaurants, peu importe. Ils doivent être débordés. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu places une liste de priorités. Si tu veux analyser bien chacun des dossiers qui te sont présentés, tu n'as pas le choix
autre que de dresser une liste de priorités. Et je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, le sport n'arrive pas dans la liste de priorités des instances gouvernementales et du moins de la santé publique. C'est le message que moi je ressens à la lumière de la décision qui a été rendue. Est-ce que ça va revenir? C'est sûr que oui. On s'entend, lentement mais sûrement, on va s'en aller vers un plan de déconfinement, on va s'en aller vers quelque chose qui va faire du sens et on va y arriver. Donc, on va regarder l'ensemble des options qui sont proposées, mais il faudra, à un moment donné, reprendre l'action si on veut que l'impact arrive fin prêt lors de la relance. On sait que Don Garber a annoncé finalement qu'il n'y avait pas encore de date précise et prévue pour un retour au jeu ou une reprise des activités à travers le circuit de la MLS. Les matchs à huis clos, c'est une chose, mais par contre, c'est pas une situation qui est facile à nulle part. Et on le sait qu'il y a des matchs, ça couvre, on se le cachera pas, 2 pays, donc Canada et États-Unis. Il y a la fameuse barrière où, en tout cas, la douane et la gestion du territoire qu'on va en faire, c'est pas une chose donc facile à régler, mais on espère sincèrement qu'on va réussir à avoir du soccer cette année. Et quand on regarde un peu partout à travers le globe, ça commence sincèrement à être intéressant. Et la FIFA qui permet, entre autres, au championnat d'adopter, c'est sûr que c'est une mesure temporaire, mais la FIFA permet aux différents championnats d'adopter l'option de 5 changements par match. Il faudra voir si Don Garber donnera l'aval à cette décision-là de la FIFA pour l'appliquer ou l'imposer, voyez-le comme vous voulez, au sein du circuit de la MLS. Mais ça va favoriser le rythme de jeu. Il va y avoir beaucoup plus de substitutions, donc on va voir des choses différentes. C'est sûr que ses côtés positifs et ses côtés négatifs à 5 changements. J'en ai déjà parlé et je vous ai donné déjà mon opinion dans un podcast antérieur où moi je disais faut juste faire attention à ce que les matchs ne deviennent pas un peu à l'instar d'un match de futsal, beaucoup plus intense physiquement, donc beaucoup plus de risques de blessures pour les joueurs qui sont là. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut favoriser largement l'émergence de nouveaux talents à travers le circuit. Des jeunes qui, dans un match serré où la gestion de banc est primordiale, et où qu'on sait qu'on faut dealer avec 3 changements, c'est des gars, ces pépites-là qui n'ont pas encore été découvertes, c'est des gars qui ont presque pas de temps de jeu et qui vont en avoir lorsque le club finalement va avoir une avance confortable. Par contre, avec une gestion à 5 changements, ça se peut qu'on voit ces joueurs-là évoluer sur le terrain. Donc ça, c'est une excellente chose. D'un autre côté, c'est sûr qu'il y a l'aspect monétaire des clubs. On sait qu'il y a des clubs qui, sur papier, possèdent de meilleures formations. Vous me direz, Jeff, rendu sur le terrain, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'une équipe qui a un alignement de feu rendu sur le gazon va connaître du succès, c'est sûr, mais les équipes qui auront investi beaucoup plus d'argent et qui possèdent beaucoup plus de profondeur sur le banc seront sans aucun doute avantagées par une telle mesure. Donc, il y a des plus, il y a des moins, mais il faudra voir finalement quel sera l'enlignement de la MLS pour cette option-là. Je veux... ensuite de ça, dans le podcast de ce soir, je veux
je le sais pas. Encore ma position. Puis vous le savez, là, je m'en gêne pas ici dans le podcast de changer d'idée des fois parce que je dis une chose, puis là, je réfléchis, puis je reprends les pour, les contre, puis finalement, je change d'opinion. Mais j'ai vu passer sur Twitter Jérémy Trudel un petit coup de gueule à l'IMFC qui n'avait même pas prévenu les joueurs qu'un de leurs coéquipiers avait été testé positif au COVID. C'est pas normal qu'ils apprennent ce genre d'infos à travers mon compte. C'est un peu ce qu'il a dit. Et il avait tweeté un peu plus tôt dans la journée, au moins un des joueurs de l'effectif a été testé positif au coronavirus. Il est d'ailleurs toujours infecté. Pour des raisons de respect et de confidentialité, on m'a demandé de ne pas divulguer son nom. Alors, le fait qu'on le sorte pas sur la place publique, qu'on ne sorte pas le nom du joueur sur la place publique, j'en ai sincèrement on s'en bat un peu les couilles. Là. C'est du ressort du privé. Moi, je pense que si un joueur il a la gastro, je veux pas non plus le savoir. Pas plus que s'il y a une grippe, une pneumonie. Le joueur il est malade, c'est une chose. Puis je pense que c'est le genre de dossier que tu règles à l'interne. Et ça, c'est strictement normal. Par contre, que les coéquipiers avec qui il peut avoir été en relation, ça, c'est une autre chose. Et je pense qu'on aurait dû aviser l'ensemble des clubs, ne serait-ce que par mesure de soutien. Dire, hey, il y a un joueur parmi notre team qui est atteint. On va aller le soutenir, on va lui donner un thumbs up, tu sais. Moi, je pense que ça aurait dû être fait. C'est autre chose, c'est le joueur et toute seule. Et c'est là, quand je dis que je pourrais changer d'opinion, si le joueur est tout seul dans son coin, qui est isolé, qu'on sait qu'il n'a pas parlé à aucun autre membre de l'équipe, tu sais, là, c'est autre chose. S'il n'a pas été mis en contexte ou en relation directe avec d'autres joueurs, ça change quoi que les joueurs l'aient pas appris. Tu sais, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a un risque de propagation ou de contagion versus les autres joueurs, je pense que ça doit être public. Je pense qu'ils doivent le savoir à l'interne. On s'entend encore une fois à l'interne. Je pense pas qu'il faut le sortir sur la place publique. Mais vous êtes à peu près tous pareils là, dans la communauté IMFC. Vous êtes un peu tous comme moi. Vous voyez les joueurs actifs sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous êtes en mesure de voir qui respecte ou non les règles de confinement. On a vu plein de choses passer, puis j'en ai pas parlé ici, j'en parlerai pas non plus. Puis c'est pas une question de dire que je veux pas dénoncer des joueurs de l'Impact, rien à voir, mais il y a des affaires qui, personnellement, ne me regardent pas, et ce que les joueurs de l'Impact font de leur temps libre, c'est libre à eux autres, et c'est pas moi qui va juger si les gars qui forment le regroupement des joueurs de l'Impact ont une tête sur les épaules, oui ou non, comprenez-vous? Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ce veine-là et je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là, mais je pense tout simplement, ma position claire, nette et précise, c'est que l'Impact doit très bien jongler avec cette situation-là. Si le joueur a été mis en contact avec d'autres joueurs ou en lien direct avec d'autres coéquipiers, faut que les autres aient été mis au courant et j'espère que ça sera le cas. D'un autre côté, on n'a pas de confirmation de l'Impact de Montréal. Du moins, je l'ai pas vu passer si c'était le cas. À savoir si effectivement il y a quelqu'un qui a été atteint. J'ai pas vu, là, j'ai pas regardé. Comprenez que je suis dans la préparation du podcast depuis
un bout de temps, donc je suis pas en mesure de vous dire là, si l'Impact a sorti un communiqué dans les dernières minutes ou les dernières heures. Je l'ai pas vu passer, mais à venir jusqu'à maintenant, moi, j'avais pas vu là, d'infos, à tout le moins, au moment où on se parle de l'Impact qui confirmait qu'un de ses joueurs, membres de son effectif, avait été touché par le foudroyant virus. Donc, là-dessus, on va laisser l'Impact faire la gestion de la crise et du PR. C'est dans leur cours et ça les regarde directement. Et moi, là-dessus, ça m'intéresse même pas d'aller plus loin dans ce sens-là. Si je regarde maintenant un peu partout autour du globe, qu'est-ce qui se passe pas, où ça reprend, où ça ne reprend pas, et les infos, là, vous comprendrez que ce que je vous donne là, vous êtes dans le podcast live du 8 mai 2020. Les informations changent très rapidement. Je peux vous dire de quoi là et que demain matin, ça ne sera pas plus bon, mais j'y vais avec l'info que j'ai sous la main au moment où j'enregistre le podcast. Donc, la reprise est envisagée le 7 août ou appelez-le comme vous voulez, pour la Ligue des champions et l'Europa League. C'est l'information que j'ai au moment où on se parle. Pour ce qui est de la première ligue, la reprise serait envisagée pour le 8 juin. Donc, 8 juin, la première ligue. La Liga, c'est une reprise tranquillement des entraînements individuels et c'est la même chose pour la Serie A. La Bundesliga, on l'a dit, la reprise sera autorisée à partir du 15 mai. Donc, ça va jouer au soccer. Et ça, c'est une bonne chose. Même si c'est à huis clos, tu sais, de voir que l'activité reprend, je pense que c'est un pas, vraiment dans le bon sens et dans la bonne direction. Et c'est encourageant pour les fans, c'est encourageant pour les joueurs et c'est encourageant pour un peu tout le monde. La Super League du côté de la Turquie, reprise des activités le 12 juin également. Donc, on est allé, dans le cas de la Super League de Turquie, se coller un peu sur ce qui était envisageable un peu partout ailleurs, mais on a décidé d'être quand même prudent et on ne servira pas de cobaye. Donc, on va voir un peu la réaction de tout le monde et voir comment tout ça se passe. Donc, je pense que c'est quand même une bonne décision. Je veux qu'on revienne également sur la fusion de la Liga MX et de la MLS. Pour moi, c'est super important de vous en parler parce que si vous avez suivi là, les nouvelles de soccer en 3 minutes sur bbnmedia.com au cours des derniers jours, j'ai parlé énormément de cette fusion-là, Liga MX et MLS. Sincèrement, au début, quand j'ai commencé à parler de cette fusion-là, j'y croyais pas trop. Je voyais ça un peu comme superflu parce que je vous parle depuis longtemps que je pense qu'éventuellement la MLS va demander à Toronto ou Vancouver et Montréal de se diriger vers le circuit de la CPL. Et ça, c'est un avis qui est propre à moi. C'est mon point de vue, mon opinion, parce que ce qu'on dit, c'est que si un pays possède un championnat, devra se tourner finalement vers le championnat de son pays. Donc, ayant la CPL, il serait logique qu'on attende et qu'on veuille avoir finalement les clubs canadiens au sein de la CPL. C'est sûr que ça va prendre une division 1, division 2, on en convient. Mais par contre,
Je crois qu'à long terme, c'est quelque chose qui va se produire et que les équipes du Nord, donc les équipes canadiennes de la MLS, se retrouvent au sein de la CPL si elles continuent de croître et de grandir. C'est sûr que la CPL, on ne se le cachera pas, ont beaucoup de choses à prouver encore. C'est une ligue qui est très, très jeune. C'est une ligue qui doit parfaire quelques éléments. Donc, revoir un peu la gestion de son parc immobilier. Je pense que les stades ne font pas de sens présentement au sein de la CPL. Donc, ce sera des ajustements qui seront à faire. Le trophée, l'emblème, vous me direz que c'est peut-être secondaire comme problématique, mais c'est quelque chose qui doit être modifié pour donner une image beaucoup plus professionnelle. Mais dans l'ensemble, le brand, le marketing de la CPL est beau et bon et vendeur et bien livré. Donc moi, je pense que le développement de cette ligue-là se fait en toute logique présentement. Il y a des ajustements à faire. Je pense que les gens en place le savent et sont en train de se positionner finalement pour bien réussir tout ça. Mais je pense que ça va finir comme ça depuis le début. Donc, de voir une fusion, et là j'en reviens à la fusion de la Liga MX et de la MLS, de voir une fusion entre les deux circuits, et quelque chose qui m'étonne énormément quand on sait que si on mélange les deux circuits, on se retrouve avec Canada, États-Unis, Mexique. C'est sûr qu'avec la Coupe du Monde 2026, ça donne une fenêtre, ça donne une visibilité internationale, ça donne une opportunité, ça donne un push au mouvement du soccer en Amérique. Donc, c'est une bonne chose. Cette vision-là, 2026, est quelque chose de partagé par plusieurs ligues, par plusieurs circuits, par plusieurs organisations, autant des organisations, je dirais amateurs, mais des jeunes que semi-pro et professionnels. Mais à voir les discussions qui se passent dans les derniers jours, je suis en train de me dire que finalement, c'est peut-être un projet qui pourrait être réalisable. Et de voir le président de la CONCACAF, vice-président de la FIFA, sortir publiquement sur les rumeurs de fusion entre la Liga MX et la MLS et dire, regarde, c'est pas la NFL. Il n'est pas question de deux ligues ici, mais il est question de deux pays. La CONCACAF et la FIFA devront approuver cette fusion-là. Et là, c'est le premier point. Donc, je veux juste qu'on décortique un peu l'énoncé du président de la CONCACAF, donc Victor, VP de la FIFA. Ce n'est pas deux ligues. C'est deux pays. On comprend que le Canada vient d'être exclu de la discussion. Je suis pas sûr qu'on parlait de Canada-Mexique. Je suis pas sûr qu'on parlait de Canada-États-Unis. Et bien sûr, on parlait d'États-Unis-Mexique. Vous me ferez pas à croire que c'est parce qu'il y a 3 équipes seulement au Canada qu'on a, dans le cas de M. Montagliani, qu'on a oublié finalement de dire que, ah non, c'est vrai, c'est 3 pays. Non, je pense que dans le plan de la fusion MLS, on parle d'une ligue américaine avec une ligue mexicaine. Donc, le Canada n'a plus lieu d'être au sein de ça. Et je le sais qu'il y en a plusieurs qui projettent de voir TFC parce qu'on le sait que ça va être une ligue qui va être très grosse. Donc, une Super League. Donc, faudra sans aucun doute qu'il y ait une première division, deuxième division. Et TFC était malheureusement, je le sais que vous aimez pas s'entendre ça, je sais que les oreilles vont saigner pour plusieurs, mais TFC était à peu près la seule équipe canadienne qui pouvait espérer avoir sa place en première division au sein d'un regroupement de la Liga MX et de la MLS. Par contre,
moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à envisager et analyser avant de réussir à dire, regarde, on fait une fusion entre les deux. On a le fameux problème là, où il n'y a pas de promotion-relégation. Et là, on le sait que la Liga MX vient de fermer ça. Vient d'annoncer en tout cas que ça serait fermé et qu'on se collerait au modèle de la MLS. Mais, tu sais, demain matin, on prend des clubs et qu'on dit, regarde, on fait une Super League. C'est une ligue qui est fermée. Vous avez acheté des concessions. On en a... Regarde, on s'en bat les couilles et votre concession s'en va en deuxième division. C'est les mêmes droits pour tout le monde. Je suis propriétaire d'un club que je me suis acheté dans un système de ligue fermé où il n'y avait pas de promotion-relégation. J'accepterai pas, malheureusement, de me retrouver en deuxième division. J'ai payé pour mon club, c'est mon club, il m'appartient. Il y avait qu'une ligue. J'étais front page. J'accepterai pas d'aller jouer les seconds violons et je pense que c'est strictement normal et faudra abonder dans ce sens-là. On n'aura pas le choix. Donc, est-ce que c'est farfelu de croire à une fusion Liga MX et MLS? Je dis pas qu'il y a une ronde de négociation qui est faite, qui est entamée et que les équipes acceptent de leur plein gré de dire « Ok, regarde, moi je m'en vais en deuxième division, je vais être à l'aise là, je pense que c'est ma place. » Ben, fine. Mais à partir du moment où un propriétaire d'une concession va se plaindre et dire « Regarde, moi je veux jouer dans la grosse ligue », ça va être difficile en tabarouette, vous en conviendrez, de lui dire « Non, 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 tu comprends pas, là, ta place est en deuxième division. » Et quelle sera l'autre question qui va entrer en ligne de compte? Quelle sera la visibilité et les retombées de cette deuxième division-là? À partir du moment où on va avoir une ligue de première division et de deuxième division, de dire ça va être quoi la retombée? Est-ce qu'il va y avoir une perte de valeur monétaire pour les clubs en deuxième division? Et si oui, comment ces clubs-là vont faire pour assurer de boucler le budget et de bien le faire? Comprenez qu'on a des équipes présentement qui trouvent ça long et ont de la misère à planifier les voyages. Puis on a la limite des vols nolisés où ce que c'est pas facile et le voyagement est pas facile. Donc de partir de Vancouver pour aller jouer au Mexique ou de partir de Montréal pour aller jouer dans le Mexique, revenir jouer à Montréal, retourner jouer 2 matchs au State, retourner une fois au Mexique, revenir, hey, on va en brûler des bidous, ça aura même pas de sens. c'est pas évident, là. C'est pas évident. Il y a la question également des passeports. Il y a la question des doubles frontières parce que là, on va partir d'un match au Canada, on s'en va jouer aux États-Unis, on part des États-Unis, on va jouer au Mexique, on revient jouer aux États-Unis. Hey, là, tu traverses la douane, ça finit plus. Va falloir en tout cas que le calendrier soit revu et pensé d'une façon impeccable. Et ça va être un enjeu crucial. Mais est-ce qu'une équipe de deuxième division va avoir les moyens de ses ambitions et dire, regarde, moi je pense qu'on peut boucler le budget, alors qu'on le sait qu'en deuxième division, ça va être les équipes de second plan. Donc ce que les gens vont vouloir manger, vont vouloir consommer, vont vouloir voir comme produit, c'est pas la deuxième division, c'est la première division. Pourquoi vous pensez, et là je le sais que dans le hockey, dans le soccer, vous détestez les comparaisons avec le hockey, mais j'ai pas le choix à ce moment-ci de vous le faire. Mais pourquoi vous pensez que depuis le départ des Nordiques, il y a eu des offensives en lien avec le hockey pour
offrir à la population de Québec, de la vieille capitale du hockey, quand même de haut niveau, avec la Ligue américaine, avec également la East Coast et pas la East Coast, mais la Ligue internationale. Donc, je pense au Rafale, je pense au Citadel, et que le projet n'a jamais levé, ben, c'est directement relié à ça. Québec a connu les sommets avec la Ligue nationale, mangera rien en dessous de ça, consommera rien en dessous de ça. Il y a une histoire, il y a une tradition derrière les remparts de Québec qui font en sorte que on ne s'adresse pas premièrement au même public. Et deuxièmement, ça n'a pas toujours été facile pour les remparts de Québec, là. Si vous êtes de l'extérieur, vous allez peut-être vous dire « Ouais, mais ça a marché, les rangs. » Oui, mais ça n'a pas toujours été facile pour les remparts de Québec qui ont su prendre la place, je vous l'accorde, dans le paysage sportif de la vieille capitale. Mais par contre, c'est pas facile. Et les gens qui ont goûté au hockey des Nordiques, ben, veulent goûter à un sport de premier plan, veulent goûter à la Ligue nationale. Et c'est pour ça qu'ils se battent avec autant d'ardeur pour le retour d'une concession de la Ligue nationale de hockey, même si on peut penser avec raison que dans les conditions actuelles de l'économie, ça serait difficile de faire vivre une concession. Alors, si Montréal devait se faire reléguer en deuxième division, je suis pas certain. On a de la misère présentement à boucler le budget chez l'Impact de Montréal. On ne sera pas de cachette, là. Hein? On le sait, Joey Saputo pige dans ses poches depuis plusieurs années pour offrir aux Montréalais un produit logique, un produit d'envergure, le meilleur produit que tu ne peux pas trouver présentement en Amérique du Nord. Au niveau du soccer, ben, on l'a dans notre cours, on l'a ici au Stade Saputo, puis on se bat encore, malgré que ça fait plusieurs années qu'ils sont là et qu'ils sont dans le paysage, on se bat encore à s'astiner, c'est quoi une bonne foule, c'est quoi une mauvaise foule, on va être combien, va-t-il y avoir du monde, tu sais, on a-tu les moyens de signer tel joueur, on a-tu les moyens de signer lui? Est-ce qu'on va boucler le budget? Est-ce que Joey va perdre 10 millions? Est-ce qu'il va en perdre 6? C'est des questions qu'on se pose. Donc, de les relayer en deuxième division et d'augmenter les frais de transport, tabarouette, gang, ça sera pas facile. Je suis pas sûr. Sincèrement, ce soir, en date du 8 mai 2020, je suis pas sûr que pour l'Impact de Montréal, cette décision-là de fusion de la Liga MX et de la MLS serait une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose pour le soccer en Amérique? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour la visibilité du soccer en Amérique? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour attirer des joueurs européens en ayant une ligue finalement avec tous des marchés principaux très très forts, une ligue qui aura beaucoup d'argent? Je suis obligé de vous dire oui. Donc, est-ce que la fusion Liga MX-MLS fait du sens? Je suis obligé de vous dire que oui. Par contre, est-ce que ça va désavantager l'Impact de Montréal? Je suis également obligé de vous dire que oui. Malheureusement, et je suis pas sûr que pour l'Impact de Montréal, c'est une bonne décision. Et là, j'en reviens sur la fusion avec la CPL ou l'union des clubs canadiens en CPL. Est-ce que c'est le temps pour un marché comme Québec de dire, regarde, on fait notre entrée en Canadienne Première Ligue. La fenêtre, elle est belle, elle est grande, elle est ouverte. C'est le temps plus que jamais pour l'Impact, s'il veut prendre la bonne décision, pas pour l'Impact, mais pour la région de Québec, s'ils veulent prendre la bonne décision, si des fois on se dit, regarde, les astres sont alignés, c'est le temps d'y aller, ben là, présentement, là, la fenêtre, elle est là, elle est ouverte,
et la porte est grande ouverte. On le sait que le commissaire David Clanahan veut absolument un club au Québec. On le sait, il y a sur toutes les tribunes, à chaque fois qu'on y présente un micro, le speech, la Ligue sera jamais une Ligue tant qu'on n'aura pas une équipe au Québec. Moi, je pense que pour Québec, c'est le temps de faire son entrée. C'est sûr que le stade, c'est un problème. C'est sûr que l'investissement financier, c'est un problème. Et je vous invite, en terminant, à aller écouter le podcast de Mike Miller sur la... Je vais dire sur la CPL mais ou la PLSQ, mais allez voir le dernier podcast en français de Mike Miller sur Première Podcast, le podcast de la CPL. Vous allez voir, vous allez entendre quelque chose de très, très logique. Je pense que je lève mon chapeau sans farce à Mike Miller qui discute avec le DG de la RSQ de Québec, M. Philippe Bernard, dans le CPL podcast. On parle, entre autres, de la mort du Dynamo et de la CanPL dans la vieille capitale. Il n'y a rien de gagné. On a eu de la misère à faire vivre le Dynamo en PLSQ. Une affaire de 20 000 $ qui manquait pour boucler le budget. On n'a pas été capable, dans la communauté, de trouver 20 000 $ pour boucler le budget du Dynamo de Québec en CPL. Est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que c'est une question de branding? Faudra faire l'évaluation post-mortem du projet comme il faut avant de leader un projet CPL. Moi, je pense que c'est un club, le Dynamo de Québec, que je respecte énormément, que je connais des joueurs d'ailleurs qui étaient parmi l'alignement. Je pense que l'équipe était bonne. Par contre, l'équipe souffrait d'un manque flagrant d'identité et d'attachement à sa communauté de par le fait que le projet était leadé par l'association régionale de soccer. Donc, faut tirer un peu partout parce que on a des joueurs de Chaudière-Ouest, on a des joueurs de Beauport, on a des joueurs du Phoenix. Donc, c'est dur de créer un lien avec la communauté directe, comme c'est dur de créer un lien avec la communauté d'affaires, de par le fait que, justement, on n'est pas vraiment d'ancrage avec la population. Donc, le fait de voir un club de la CPL arriver, un club avec des gens d'affaires sérieux, je pense que c'est un plus. Donc, est-ce qu'il faut repartir de la base et se dire, regarde, on prend un club, on le met en PLSQ et on va le upgrader jusqu'à ce qu'il devienne au niveau de la CPL, mais on va vendre le projet petit peu à petit peu aux gens de la vieille capitale. Le problème en PLSQ, c'est bien sûr que le club doit appartenir finalement à un club. Le club qui soumet finalement sa candidature pour une équipe dans la PLSQ doit obligatoirement être affilié. Et ça, c'est Soccer Québec qui me répondait ça suite à une interrogation que j'avais. Moi, je pense que la solution, c'est d'avoir un club indépendant avec sa propre académie qui va dire, regarde, nous, on prend un club, on le greffe en PLSQ et on va l'upgrader en CPL. Clairement, ça ne sera pas la solution parce que c'est pas faisable présentement. D'entrer un club directement en CPL, j'ai de la misère parce que moi, je pense qu'il y a du défrichage à faire encore dans la grande région de Québec pour vendre le soccer et le fait que le budget d'exploitation soit beaucoup plus bas du côté de la PLSQ fait en sorte que le projet serait beaucoup plus viable si on y allait
bouchée par bouchée, étape par étape. Donc, de créer un branding au club, de créer une image de marque, de le vendre à la population pour ensuite le upgrader d'un niveau et dire, OK, on amène ce club-là en CPL. Si un jour, éventuellement, Montréal devait se retrouver en CPL, moi, je pense qu'on aurait une confrontation du tonnerre, une rivalité d'enfer et un boom incroyable pour le soccer à travers tout le Québec et qui trouverait très certainement de l'écho ailleurs sur le globe. Donc là-dessus, je vous laisse réfléchir à ça. Je prends vos opinions, je prends vos commentaires sans aucun problème. Je vous remercie d'avoir été branché à notre podcast, le podcast BBN, propulsé par BBN Media, animé par moi-même, Jeff Morancy. C'était l'édition du 8 mai 2020. On reprend la semaine prochaine notre créneau normal, donc lundi, jeudi. Je vous donne rendez-vous donc lundi sur le coup de 20h pour le prochain podcast. Et si vous l'écoutez en différé, donc vous avez été télécharger le podcast, s'il vous plaît, abonnez-vous sur le iTunes Store et venez mettre un nombre d'étoiles sur 5 avec un petit commentaire. Ça va m'aider beaucoup plus que ce que vous pourriez penser. Donc là-dessus, je tire la plug. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine. Visitez bbnmedia.com. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.